Clémence Guettet nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes députée La France Insoumise du Val-de-Marne, première vice-présidente de l'Assemblée nationale. Vous avez écouté attentivement le président de la République. Alors il a renvoyé les extrêmes, comme il dit, les deux extrêmes, au camp des irresponsables. Il a évoqué le cynisme et votre volonté, au fond, de vous projeter d'ores et déjà dans la présidentielle. Quelle est votre réaction au propos du chef de l'État ? Je l'ai trouvé, comme je pense beaucoup de Français, d'une arrogance terrible, le président de la République. Il nous a habitués à ce type de démonstration comme ça, de toute puissance. Mais j'ai trouvé que, vu qu'on était dans un moment historique, c'est quand même que la deuxième fois sous la Ve République qu'un gouvernement est censuré, la dernière fois c'était il y a 60 ans, j'ai trouvé qu'un peu plus d'humilité aurait été de bon ton. Sur quoi, par exemple ? En fait, sur tout son bilan. C'est-à-dire qu'il arrive, il dit vous avez mal compris la situation, vous êtes responsable de tout, je ne suis responsable de rien. Je vais rester et grosso modo, il renvoie les extrêmes dos à dos. Je précise d'ailleurs que le président de la République devrait savoir que nous ne sommes pas l'extrême gauche, c'est le Conseil d'État lui-même qui l'a dit, et que l'extrême gauche n'est pas représentée à l'Assemblée nationale. Il vous reproche d'affaiblir la France. Il reproche ceux qui ont voté la censure d'affaiblir la France. Oui, mais si vous voulez, il y a un fait générateur de la crise politique dans laquelle on est aujourd'hui, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale. Ensuite, il y a des élections, une campagne qui se tient. Le fait générateur, c'est le fait que le président de la République refuse de reconnaître le fait que la coalition qui est arrivée en tête, même si ça lui déplaît, c'est le nouveau Front populaire. Qu'ensuite, il nous invente une trêve des Jeux Olympiques tout l'été, qu'il fait des consultations et qui nomme M. Barnier en nous disant le seul principe qui compte, c'est qu'il ne soit pas censuré. Tout le reste, le fait qu'il soit, sa force politique soit arrivée 4e aux élections, peu importe, etc. Et M. Barnier est censuré au bout de 90 jours. Vous voyez bien qu'il y a un souci de brutalisation répétée de la démocratie. On en est au 24e 49-3 sous la Macronie et un non-respect total des parlementaires. Comment ? Il n'y a pas de brutalité dans la censure ? La censure, elle est permise par la Constitution et d'ailleurs, on n'en a pas usé et abusé. Je vous le dis, c'est la deuxième fois en 60 ans. Il n'empêche que la situation... Aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle pour les Français. Je le dis vraiment. Ça, c'est important peut-être de s'arrêter là-dessus, parce que c'est vrai que sondage après sondage, on voit que ça suscite une inquiétude. Alors, on voit plusieurs choses dans les sondages du moment. On voit qu'il y avait une majorité de Français qui approuvaient cette censure. C'est plus de 50% aujourd'hui. On voit aussi que désormais, il y a plus de 60%, même 63% je crois, de Français qui veulent que, maintenant que Barnier est tombé, que le président de la République s'en aille. Voilà la situation politique dans laquelle nous sommes. Je disais que c'était une bonne nouvelle parce qu'on n'a pas seulement fait tomber le gouvernement Barnier. Barnier, c'est lui, ça aurait pu être un autre. Vous avez vu les noms qui se profilent. À vrai dire, tout ça, ce sera une ressucée de Macronie. Enfin, je veux dire que ce soit M. Barouin, M. Bayrou, on aura un homme qui va faire une politique de droite vraisemblablement à la tête du prochain gouvernement. Donc, c'est pas M. Barnier, c'est ces budgets injustes. Et quand je dis budget injuste, c'est vraiment ce budget de la sécurité sociale qui empêchait que les retraites soient indexées sur l'inflation, qui raclait encore sur l'hôpital public et l'ONDAM, le budget de l'État, lui, qui enlevait des moyens aux collectivités pour faire face au changement climatique, 4000 postes de profs en moins. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle pour les Français. Ça vous réjouit, la situation dans laquelle non, se trouve la France ? ça ne me réjouit pas. On avait l'impression que c'était une victoire pour la France Insoumise. Est-ce que c'est une situation qui vous rend satisfait ? Honnêtement, je suis satisfaite que les Français échappent à ces budgets austéritaires. Parce que ça n'est pas pour ça qu'ils ont voté aux élections législatives. Et donc, il y avait une incohérence démocratique folle, en fait, entre ce qui voulait être appliqué par M. Barnier et ce pourquoi les Français avaient voté. Donc ça, je suis satisfaite de ça. Ils n'ont pas voté pour vous non plus. Le budget que vous auriez pu proposer, sauf erreur, serait un budget qui reposerait sur à peu près 192 à 200 voix. Donc, comment vous pouvez proposer finalement un budget qui soit celui de vos couleurs, alors que ce n'est pas ce qu'ont souhaité les Français non plus? Où est votre légitimité que n'avait pas Michel Barnier? M. Barnier, il avait 47 députés de son camp à l'Assemblée nationale. Non, donc Michel Barnier représentait une coalition. Donc en quoi votre coalition plus minoritaire que la sienne était plus légitime constitutionnellement? Tout au long de l'exercice budgétaire, on a pris au mot M. Barnier qui nous avait dit que ça va être la saison du dialogue et du compromis. On aurait dû un petit peu se méfier du fait que ça se finirait par un 49-3, comme c'était le cas avec Mme Borne, parce que le compromis, en réalité, Macron déteste ça. Enfin, je veux dire, l'historique, c'est les gilets jaunes, il fait des cahiers de doléances, il met tout à la poubelle. La Convention citoyenne pour le climat, il met tout à la poubelle. Et les propositions du nouveau Front populaire qu'on a fait voter tout du long. Budget de gauche, c'est ça la question que je vous pose. J'y viens, madame. Merci. Le budget, on l'a amendé tout du long. On a trouvé 75 milliards de recettes supplémentaires. Parce qu'en fait, c'est ça le nœud du problème. Sur vos idées. Oui, sur nos idées. Sur la répartition, pas majoritaires sur la non plus. répartition des richesses. En réalité, on a fait voter 156 amendements.
Il y avait une majorité à l'Assemblée nationale pour ça. C'est bien pour ça qu'il est passé par 49.3, parce que ce qu'on a réussi à faire voter, c'est-à-dire réinstaurer l'ISF, taxer enfin les super profits des grands groupes qui s'en mettent plein les poches depuis 7 ans sous la Macronie. Tout ça, en fait, c'est de la juste, pas suffisamment et de manière transitoire, vous le savez, de manière non pérenne. Ça n'était pas suffisant, c'était justement un pas vers vous. Oui, c'est insuffisant. Monsieur Barnier, tellement c'était insuffisant, il devait encore trouver 60 milliards de coupes. Il faut bien qu'on se rende compte, parce que peut-être que tout ça est un débat un peu trop technique. Quand on dit des coupes budgétaires, c'est des profs en moins, c'est des classes qui vont fermer, c'est des soignants en moins, c'est l'hôpital public qui va aller plus mal, c'est les services publics. Donc nous, au lieu de dire on va faire des coupes, on avait trouvé des recettes. Voilà, des recettes, il y en a plein dans ce pays. Et maintenant, la question qui est posée à l'ensemble de la classe politique, c'est et maintenant, comment est-ce qu'on fait pour avancer? Je vais vous montrer la photo des personnes que vous connaissez bien, Cécile Duflot, Yannick Jadot, Monsieur Vallaud, Monsieur Faure, qui au fond font des propositions. Cécile Duflot, par exemple, dans le journal Le Monde, aujourd'hui, elle propose une coalition climat et sociale qui doit aller des écologistes au bloc central. Sans la France insoumise. Et je suis d'ailleurs intéressée de savoir si Cécile Duflot parle en son nom, ou si c'est la nouvelle position d'Oxfam que de renvoyer la France insoumise et l'extrême droite dos à dos. Ce serait un changement. Il me semble que c'est... Il y a une perte... Il y a une perte de boussole totale dans le fait de penser qu'il y a des compromis à trouver avec la Macronie. Je le dis, franchement... à chaque niche parlementaire, on se fait humilier par la Macronie qui décide soit de faire de l'obstruction, soit de rejeter nos propositions de loi. Moi, je pense qu'aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on est, il faut rétablir l'impôt sur la fortune. Les macronistes pensent que non. Je pense qu'il faut abroger la réforme de la retraite à 64 ans. Les macronistes pensent que non. Je pense qu'il faut bloquer les prix de l'alimentation pour que les gens puissent se nourrir. Les macronistes pensent que non. Donc cette proposition-là, vous dites non, ça n'est pas comme ça qu'on peut avancer. Dans les propositions qui ont été avancées par les responsables politiques dont vous montrez une photo aujourd'hui, il y a très souvent, quasiment la plupart du temps, l'abrogation de la réforme des retraites. Jeudi dernier, c'est pas si loin, c'était juste avant la censure, on a l'impression qu'il s'est passé beaucoup de choses. La Macronie, toute la journée, a fait une obstruction sur notre niche parlementaire pour nous empêcher d'abroger cette réforme. Ils ne sont pas prêts à quoi que ce soit. Et moi, je vais vous le dire. Non, mais je vais vous le dire, je vais le résumer d'un mot. Moi et mes camarades... Est-ce que vous nous dites ce soir... On laisse finir Clémence Guettet, après je vous donne la parole. Nous ne sommes pas disponibles pour aller sauver la peau de la Macronie agonisante. Voilà. Monsieur Macron doit désormais partir. C'est sa responsabilité, la situation dans laquelle nous nous trouvons. Les Français le souhaitent. Et lui fait preuve d'une arrogance, d'un mépris totalement fou. Il vient à la télévision et dit « Vous avez mal compris, en fait, c'était votre faute et pas la mienne. » Vous dites non. C'est dingue. Vous dites non à un pacte de non-censure. Vous dites non à des compromis avec le bloc central. Du coup, quelle est votre option? Qu'est-ce qui reste comme option? Et est-ce que vous dites, au fond, comme Jean-Luc Mélenchon, le soir des élections, tout le programme, rien que le programme NFP? Est-ce que là, c'est amusant parce que ça fait 6 mois que je fais des plateaux télévision dans lesquels on me ressort cette phrase comme si vraiment c'était une déclaration choc. Elle a marqué les esprits. Mais oui, mais il me semble que quand on est responsable politique et qu'on dit figurez-vous que le programme sur lequel nous avons été élus, nous allons vouloir l'appliquer, c'est en réalité pas si choquant que ça. Ce qui me choque davantage, je vais vous le dire, monsieur Seux, parce que je suis sûre que ça vous intéresse, c'est quand on dit oh ben nous, 6 mesures sur 640, ça fera l'affaire. Et puis on va faire avec des gens qui nous ont combattus politiquement, qu'on était censé combattre politiquement. Je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà. Donc on a maintenant sur 640. La question c'est comment? On a maintenant des options. Comment on avance? On avait une option qui semble avoir été écartée notamment par le Parti socialiste, mais qui pour nous reste un point d'appui, c'est celle du nouveau Front populaire avec Lucie Castet, parce qu'on a été élu sur ce programme. Et Macron a encore ce choix. Finalement, il n'a pas nommé quelqu'un dans la précipitation. Voilà. Et ensuite, on gouvernera sur la base de notre programme avec la démocratie parlementaire. Donc les gens voteront pour, voteront contre. Il y a des choses qui passeront, il y a des choses qui passeront peut-être pas. Mais l'abrogation de la réforme des retraites, la justice fiscale et sociale, faire vraiment des choses pour la bifurcation écologique, ça, on y arriverait. Seconde option, Macron s'en va. Voilà, il reconnaît. C'est l'option que vous préférez. C'est l'option qui permettrait à ce que le peuple retrouve sa souveraineté et puisse décider à nouveau. Ce que Macron a fait ce soir, c'est dire aux gens, je vais confisquer et jusqu'à 3 ans de plus, vous allez subir cette situation. Mais alors là, imaginons, il démissionne là, il se passe quoi jusqu'au mois de juillet? On ne peut pas faire d'élection? Il y a des élections déjà présidentielles, donc on fait une campagne, voilà. Et puis après on attend. 6 mois, il se passe quoi? Déjà, ça fera pas 6 mois, le temps de la campagne. On peut faire plein de choses par décret, par exemple, abroger l'odieuse réforme des retraites à 64 ans, c'est possible de le faire par décret, augmenter le SMIC à 1 600 €, c'est possible
possible de le faire Non, par vous pouvez décret. pas dire ça aux Si, Français, si, c'est pas vrai, si, c'est madame. vrai, madame. Non, Si, non. abroger Alors, les qu'est-ce qui n'est décrets pas de la vrai réforme, c'est Abroger vrai, les nous pouvons décrets le faire. d'application, c'est une Exactement. obligation constitutionnelle. Je vous renvoie aux arrêts du Conseil d'État qui obligent les ministres à appliquer les lois. Nous Donc, on ne peut pouvons, pas nous abroger. pouvons les abroger, Non, on madame. ne peut D'autres pas. constitutionnalistes Non, que vous on ne l'ont peut dit, pas. et Alors, l'ont vérifié je vous pendant renvoie en tout tout cas le aux temps qu'on a juges, fait. parce que les constitutionnalistes, c'est une doctrine. Mais il y a des juges qui décident en France pour le droit, et le Conseil d'État oblige, en effet, à prendre les décrets d'application. Donc, vous ne pouvez pas Eh bien, laisser une loi moi, je vous inappliquée. dis que nous pourrons en tout cas abroger cette réforme des Vous ne pouvez retraites. pas, madame. Nous pourrons le faire, et Constitutionnellement, parce que vous ne les pouvez Français le souhaitent. Et On ensuite, renvoie tout le monde à la Constitution et à la lecture de la Constitution. Et ensuite, C'est je veux bien. le dire parce Allez. que ça va vous intéresser, madame, c'est sur la Constitution à nouveau. Avec plaisir. Nous pouvons convoquer par l'article 11 un référendum pour C'est vrai. modifier la Constitution Et modifier Guillaume Darret, et une faire en question sorte pour que vous. les Français retournent aux urnes pour des Les législatives. Français vous interpellent, une question de Guillaume Darret. Clémence Guettet, on parle beaucoup du programme, mais il y a quand même la question de la personne qui pourrait incarner, évidemment, ce leadership ou pas à Matignon. Regardez cette question qui vous est posée. Est-ce qu'un Premier ministre du nouveau Front populaire sera nommé? Quels sont les noms que peuvent proposer la coalition de gauche? Est-ce que c'est nécessairement Lucie Castet ou est-ce que ça peut être quelqu'un d'autre? Mais il me semble que j'ai répondu en réalité à cette question et que par ailleurs, c'est Macron qui détient la clé de ce problème, puisque lui seul, dans la Ve République, peut nommer. Je note d'ailleurs, on l'a peu dit, mais en fait, dans cette allocution, on voyait quand même un monarque seul. Voilà, vraiment, je l'ai dit, mais réfugié dans cette arrogance et le déni total de son bilan qui est calamiteux pour 90% de la population française qui s'est appauvrie. Et je note qu'il y a une vraie nécessité de changer de République, de passer à la 6e et d'en finir avec ce pouvoir comme ça, en fait, où il peut le garder seul. Donc, je viens à la question. Il me semble que reconnaître le résultat des urnes serait une bonne solution. Pour nous, c'est Lucie Castet. Et je l'ai déjà dit, mais il me semble que le Parti socialiste a changé d'idée. C'est pour ça qu'à mon avis, la clé du problème, ça reste quand même M. Macron. Merci beaucoup Clémence Guettet. Merci. d'être venue.